Aujourd'hui, je te partage 7 techniques d'investigation que tu vas pouvoir utiliser immédiatement. Si tu veux te lancer dans l'investigation, il n'est pas forcément nécessaire d'être journaliste professionnel pour commencer. Ce qu'il faut en général, c'est surtout savoir deux choses, savoir où chercher et savoir quoi demander. En France, il y a une mine d'informations qui sont publiques, qu'on peut trouver facilement en ligne ou sur simple demande administrative. Et le plus étonnant, c'est que généralement, ça n'est pas la loi qui bloque l'accès à ces informations, mais c'est tout simplement le fait qu'on ne sait même pas en général que ces informations existent. Donc je te montre 7 techniques d'investigation qui sont toutes légales, accessibles à tous les citoyens et qui sont redoutablement efficaces. Donc tu vas voir qu'avec un peu de méthode, tu peux déjà faire des investigations poussées depuis chez toi. Technique numéro 1, savoir à qui appartient un bien immobilier. Donc c'est très utile pour découvrir l'identité d'une personne qui possède un lieu ou pour déceler des éventuels conflits d'intérêts locaux. Donc pour connaître l'identité du propriétaire d'une maison, d'un appartement ou d'un terrain, il est possible de s'informer en mairie, bien sûr, mais je ne privilégie pour ma part jamais ce canal d'information, parce qu'en général, quand on cherche à se renseigner en mairie, eh bien, on n'obtient pas toujours une réponse, et puis surtout, ça alerte, ça éveille l'attention des secrétaires de mairie et des élus, qui sont en général proches de leurs mandants et qui peuvent informer le propriétaire que des demandes d'information sont en cours. Pour être un peu plus discret, l'idéal c'est de contacter un service de la DGFiP, la Direction des Finances Publiques, et de demander un extrait de propriété foncière. Donc on va écrire à ce qu'on appelle le service de publicité foncière en utilisant le CERFA approprié, le numéro 11 565 04. Donc c'est une demande d'extrait de matrice cadastrale. Et puis on va adresser notre demande de communication à l'administration par courriel. Vaut mieux lui écrire par courriel parce qu'elle répond plus vite que par courrier. Et pour trouver le service de publicité foncière compétent près de chez toi, eh bien, il te suffit de chercher sur Internet le nom du chef-lieu plus le service de publicité foncière. Donc ainsi, tu vas pouvoir obtenir le nom du propriétaire actuel et, si tu le souhaites, le nom des précédents également. Technique numéro 2, savoir qui se cache derrière une association. Si tu veux savoir qui est derrière une association, eh bien c'est possible. Il y a de très nombreuses associations qui sont créées comme moyen d'influence en France, donc c'est très souvent très intéressant de savoir qui dirige une association. Donc ça peut être utile par exemple pour vérifier si une association prétendument indépendante n'est pas en réalité pilotée par un élu ou par ses proches ou par un parti politique ou par des intérêts privés, notamment ceux d'une grande entreprise. Donc n'importe quel citoyen peut accéder à ces informations, et pour ça c'est très simple, il faut écrire à la préfecture ou à la sous-préfecture, n'importe, dans laquelle cette association est déclarée. Donc cette démarche en général, moi je la réalise en 2 minutes sur le formulaire de contact des sites internet des préfectures, et cette démarche elle équivaut juridiquement à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, parce que ces formulaires délivrent automatiquement un accusé de réception. On va leur demander plusieurs documents, à savoir la communication des statuts de l'association et surtout la liste des dirigeants de cette association, à savoir le président, le trésorier et les autres membres du bureau. Donc tu peux demander soit le dernier bureau, soit, si tu souhaites avoir beaucoup plus d'informations sur la manière dont le bureau a évolué au cours des dernières années, eh bien tu peux alors demander la liste des dirigeants successifs qui correspondent à la période de ton choix. Petite précision, si tu ne sais pas dans quel ressort territorial est située l'association qui t'intéresse, eh bien tu peux l'identifier à partir du répertoire national des associations, le RNA, à partir de la dénomination de l'association. Technique numéro 3, analyser les métadonnées d'un fichier PDF ou d'un fichier Word. Pourquoi c'est si important d'analyser les métadonnées d'un fichier ? Parce que ces fichiers contiennent souvent bien plus d'informations que ce qu'on pense, à savoir le nom de l'auteur, la date de création, le nom du logiciel utilisé. Une métadonnée, pour rappel, c'est une information sur l'information. Autrement dit, c'est une donnée invisible à première vue qui est intégrée dans un fichier et qui sert à la description de ce fichier. Ce sont autant d'indices cachés qui peuvent révéler l'origine d'un document ou prouver une manipulation. Donc c'est une méthode simple, très rapide, mais redoutablement efficace qui va te permettre d'enrichir une enquête, de vérifier une source ou de repérer un faux. Donc cette technique, elle a notamment permis à des journalistes de prouver que certains arrêtés préfectoraux étaient directement rédigés par des lobbies. Donc ce sont des métadonnées des arrêtés préfectoraux qui ont trahi les lobbies, à savoir des fédérations de chasse. Ces arrêtés préfectoraux, ils contenaient le nom d'un salarié d'une fédération de chasse au lieu de contenir le nom d'un agent de l'État ou le nom du préfet. Donc l'analyse des métadonnées, c'est une étape très importante dans les enquêtes numériques, tout simplement parce que ça va permettre d'identifier le véritable auteur d'un document,
y compris dans le cas de documents qui sont prétendument anonymes. Ça va permettre de déterminer si un fichier a été modifié et puis de remonter, dans certains cas, à la source d'un contenu. Pour lire les métadonnées d'un fichier, tu peux par exemple utiliser un site internet qui s'appelle metadata2go.com, dans lequel tu vas simplement glisser ces documents et le site va t'indiquer les métadonnées qui apparaissent. Technique numéro 4, trouver les subventions européennes qui ont été perçues par une structure. Si tu veux savoir qui reçoit l'argent public européen et pourquoi, eh bien tu peux te connecter sur le site cohesiondata.ec.europa.eu. C'est une ressource officielle qui permet de consulter en toute transparence les financements versés par l'Union européenne dans le cadre des fonds de cohésion. Donc il suffit de rechercher le nom d'une entreprise ou le nom d'une collectivité pour accéder à des informations très précises. Tu vas pouvoir trouver les programmes concernés, les dates de versement et les objectifs affichés. Donc c'est un outil qui est très utile pour retracer l'origine d'un financement, pour mettre en lumière des aides qui sont généralement méconnues ou pour comprendre les coulisses de certains projets. Personnellement, je m'en suis servi dans une enquête qui a révélé que l'Union européenne avait versé de l'argent public à des armateurs chinois ainsi qu'à des entreprises dont les pratiques posent question en matière de respect des droits humains ou d'impact environnemental. Donc ce type de recherche, elle permet de sortir des discours officiels et puis de suivre très concrètement l'utilisation des fonds européens. Et le plus intéressant, vraiment, c'est que ces informations sont publiques, légales et souvent très peu exploitées. Technique numéro 5, trouver le prix de vente d'un bien immobilier. Il y a un outil en ligne assez récent qui permet de s'informer du prix de vente des biens immobiliers sur les 5 dernières années et on peut consulter ces avis de valeur foncière sur un site qui s'appelle DVF Etalab. Alors je te mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est une carte interactive qui répertorie toutes les mutations foncières de tous les départements. Donc tu vas y trouver le prix de vente, la surface, le type de bien, la date de la vente. Tu ne vas pouvoir trouver en ligne que les informations qui concernent les 5 dernières années. Technique numéro 6, explorer les anciennes versions d'un site web. Le web a beaucoup de mémoire et c'est une chance pour les enquêteurs. Grâce au site archive.org/web, aussi connu sous le nom de Wayback Machine, tu vas pouvoir entrer l'adresse d'un site et puis consulter ses versions passées. C'est extrêmement utile pour retrouver des pages qui ont été supprimées. C'est très utile pour retrouver aussi ce qu'un site affichait auparavant, avant une modification, et pour documenter l'évolution d'un discours, d'un contenu ou même d'une ligne éditoriale. Ça permet aussi de mettre en lumière des publications embarrassantes qui ont été effacées discrètement. C'est un outil dont je me sers beaucoup pour anticiper, pour garder une trace d'une page qui est encore en ligne, et puis pour attester d'éventuelles modifications qui surviendraient ultérieurement. Donc tu peux enregistrer toi-même sur archive.org une page web que tu souhaites suivre. C'est tout simple, en fait c'est une manière de figer une preuve au cas où cette preuve disparaîtrait plus tard. Technique numéro 7, identifier les intérêts des élus. La HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, elle publie en ligne les déclarations d'intérêts et d'activité des responsables politiques. Donc ce sont des documents publics, accessibles à tous, et surtout ils offrent un outil concret de contrôle citoyen, parce qu'ils permettent de repérer des intérêts privés qui peuvent influencer, ou en tout cas sembler influencer l'exercice d'un mandat politique. Ces données, elles ont permis de révéler des situations assez problématiques. Un exemple notable concerne la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou. En analysant sa déclaration, eh bien, certains journalistes ont découvert que cette dame détenait des intérêts dans l'entreprise pétrolière Perenco, ce qui est une information non connue du grand public et qui soulève naturellement des questions sur l'indépendance des décisions politiques de l'exécutif. Donc ce type de révélation, il montre que ces outils de transparence permettent de documenter, de vérifier, de révéler ce qui resterait autrement dans l'ombre. Et ça permet aux citoyens, aux journalistes, aux chercheurs de participer à une forme de vigilance démocratique. Voilà, tu peux à présent lancer des investigations citoyennes grâce aux méthodes que je viens de te partager. Si cette vidéo t'a semblé utile, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, ModUp, sur laquelle on consacrera de prochaines vidéos aux techniques d'investigation. À bientôt, salut!